Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur cette chaîne de sécurité informatique. Dans les précédents chapitres, nous avons appris les bases de collecte d'informations ainsi que les recherches de vulnérabilité, suivies de nos premières exploitations. Dans un troisième temps, nous avons vu la génération de payload ainsi que différentes techniques de base de furtivité. Dans ce chapitre, étant donné que nous commençons à comprendre le fonctionnement de Metasploit, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la phase de post-exploitation. Nous tenterons de parvenir à pallier certains problèmes lors de l'élévation de privilèges système. Nous nous servirons ensuite du site ExploitDB ainsi que de son outil nommé SearchSploit disponible dans la distribution de Kali afin de comprendre et d'utiliser la vulnérabilité MSS 032 et de trouver ou d'importer son module. Pour finir, nous allons apprendre la technique de post-exploitation appelée pivoting, ou plus précisément la méthode de pivot sur système. Lors d'un pentest, lorsque nous sommes à la phase de post-exploitation, il se peut par moment que nous ne puissions pas élever nos privilèges sur des machines utilisant un OS Windows récent, ce qui peut nous empêcher par exemple à la suite de désactiver un pare-feu ou un autre algorithme de sécurité, autre que les logiciels de protection fournis par Windows. Ce cas est généralement dû à cause du contrôle de compte administrateur, ou plus particulièrement appelé UAC. Plusieurs cas d'école s'offrent à nous. Donc dans ce tutoriel, nous avons donc une session Meterpreter sur une machine Windows 7, donc disponible sur l'ID1. Nous allons rentrer dans la session en tapant session I1 pour interagir avec la première session. Nous allons taper la commande getPrivs afin d'élever nos privilèges administrateurs sur cette machine, que nous obtenons avec succès. Dorénavant, tapons la commande getSystem afin de pouvoir élever nos privilèges système sur la machine, qui malheureusement arrive à un échec. Avant de tenter toute élévation de privilèges système avec ces commandes directement sur Meterpreter et arriver à un échec décevant comme celui-ci, il est tout d'abord préférable de lancer un module de post-exploitation servant justement à savoir si le contrôle de compte administrateur est activé sur la machine cible. Pour lancer le module en question, il suffit tout simplement de taper Run, suivi donc de la destination du module. Donc le nom du module s'appelle WinPrivs, donc qui est un logiciel de collecte disponible pendant la phase de post-exploitation. Nous tapons Run post Windows Geyser WinPrivs. Nous tapons Entrée pour lancer le module et nous attendons un résultat. Dans ce résultat ci-dessous, nous pouvons voir donc dans le champ UAC-enabled avec la valeur true que le contrôle de compte administrateur est actif sur la machine cible. Maintenant, utilisons divers modules afin de contourner l'UAC. Avant d'utiliser donc les trois modules en question, il se peut que dans ce tutoriel les trois modules établissent un échec. Cela ne veut pas dire de votre côté que ces modules établiront un échec. Il suffit tout simplement de les essayer pour savoir. Nous tapons la commande background dans la session Meterpreter pour mettre cette session en question en arrière-plan. Nous nettoyons le terminal et nous tapons Search bypass UAC. Ici, Metasploit nous retourne trois modules. Nous allons commencer par le deuxième module qui est bypass UAC injection. Cet exploit consiste à utiliser des certificats publiés afin de procéder à une injection de code. Si l'exploit fonctionne, nous aurons une nouvelle session Meterpreter avec le contrôle de compte administrateur désactivé et nous obtiendrons aussi les privilèges système.
Donc nous copions la destination du module, nous tapons use, suivi donc du chemin de destination du module. Je pense que tout le monde connaît maintenant. Nous tapons show option pour savoir quelles informations sont à renseigner pour que le module fonctionne correctement. Ici, dans le cas du module bypass UAC injection, nous avons le numéro de session metteur-prêteur à renseigner. Nous avons aussi dans le champ exploit target donc l'architecture de la machine cible. Pour connaître la liste des architectures disponibles, nous tapons show target. Logique qui nous en retourne deux, donc l'architecture x86 et l'architecture x64. Nous renseignons le numéro de session avec cette session suivie du numéro de session donc qui est le 1. Nous tapons set target 1 pour indiquer au module que la machine cible fonctionne avec une architecture 64. Et nous tapons la commande pour lancer le module en question. Malheureusement, l'exploit est complété entièrement, mais n'obtient aucune session. Pour le résultat, nous verrons dans le dernier module ce que tout cela signifie. Nous allons utiliser le second module similaire au module bypass UAC injection qui s'appelle bypass UAC VBS. L'exploit bypass UAC VBS similaire donc au module bypass UAC injection, lui utilise un script codé en VBS qui est uploadé sur la machine cible et supprimé ensuite une fois que le module parvient à contourner l'UAC avec succès. Par contre, en plus d'être capricieux comme les 3 autres modules sur certains systèmes, ce module est détectable, ce qui veut dire que si nous obtenons un échec, aucune session supplémentaire ne sera ouverte, mais il faudra en plus supprimer manuellement le fichier VBS récemment uploadé par le module. Nous allons tenter le module tout de suite. Ici, nous avons tout simplement le numéro de session à renseigner. Dans le champ exploit target, l'ID 0 est en automatique, ce qui veut dire que le module détectera automatiquement la version de la machine cible. Nous lançons donc le module bypass UAC VBS. Malheureusement, cet exploit n'aboutit à rien non plus. Comme nous avons vu précédemment, il faudra donc re-rentrer dans notre session metteur-prêteur, aller dans le chemin de destination de la machine cible, qui est dans User Home AppData Local Temp, et supprimer donc le module VBS qui est à ce nom-là. Dorénavant, utilisons donc le dernier module qui est tout simplement bypass UAC. Ce module contournera l'UAC de Windows en utilisant la confiance des certificats d'éditeur. En cas de réussite,
il engendrera une seconde session qui aura le drapeau UAC désactivé et nous pourrons donc élever nos privilèges système sur la machine. Maintenant que nous savons à peu près les configurations par rapport aux deux premiers modules, nous n'allons pas les répéter. Cette session 1, set target 1, malheureusement, nous obtenons un échec aussi. En cas de réussite, le module nous aurait ouvert une session metteur-prêteur avec l'UAC désactivé. Il ne nous resterait plus qu'à élever nos privilèges sans problème avec la commande getPrivs et la commande getSystem. Ici, malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant que nous avons utilisé les trois modules en question, nous allons voir ce que signifient donc ces certaines lignes. Lors du lancement, le module nous détecte que le contrôle de compte administrateur est activé sur la machine, analyse le niveau de configuration. Ensuite, après l'analyse du niveau de configuration, le module nous détecte donc que le contrôle de compte administrateur est paramétré par défaut. Ensuite, le module nous indique que le bypass UAC peut être contourné avec cette option. Il nous trouve aussi une partie du groupe administrateur, upload l'agent dans les fichiers système, upload par la suite le fichier exécutable de contournement donc du contrôle de compte administrateur dans les fichiers système, et ensuite envoie donc une session metteur-prêteur au format exécutable sur un poids de 73 802 bits, donc ce qui est long à uploader. Donc c'est normal par moment que nous arrivons à des échecs à la fin du module. Tout simplement parce que le poids donc de l'exécutable de la session metteur-prêteur est assez long à uploader sur la machine. Cela ne veut pas dire que dans ce tutoriel, ces trois modules ne fonctionneront pas de votre côté. Il suffit tout simplement de les utiliser et puis de voir par vous-même. Passons donc à la suite de ce tutoriel en utilisant donc la vulnérabilité MSS 032. Donc pour commencer cette étape, commençons par nous rendre sur le site ExploitDB, directement sur la machine cible, et analysons dans ce tutoriel la description du code. Pour la partie de ce tutoriel déjà, pour savoir comment fonctionne la vulnérabilité MSS 032, nous établirons ce tutoriel directement sur la machine cible. Et il faut préciser donc qu'une maîtrise du langage PowerShell s'avère nécessaire, ainsi que d'autres langages de programmation, afin de mieux comprendre les vulnérabilités présentes dans le site ExploitDB. Dans le site ExploitDB, dans l'onglet Search, nous tapons donc la vulnérabilité MS16-032.
Nous lançons la recherche. Ici, ExploitDB possède donc 3 modules donc au nom de MS16032. Donc celui qu'on utilisera sur la machine cible directement donc sera le deuxième au format PowerShell. Voici comment se présente le code au format PowerShell. Analysons tout simplement la description. Donc cet exploit cible les systèmes d'exploitation supportant les versions PowerShell version 2 et plus. Dans les notes ci présentes, nous pouvons voir que la condition de succès donc de la vulnérabilité sur une machine est que la machine victime, donc ciblée, doit disposer d'un processeur de 2 corps ou plus. Donc dans le cas présent ici dans ce tutoriel, la machine sous Windows 7, qui est la machine ciblée, est une machine virtuelle. Il nous a fallu tout simplement de rentrer dans les options de la machine, par exemple sous VMware, et d'y ajouter 2 corps virtuels directement. Dans le champ Target, nous pouvons voir donc que les systèmes d'exploitation vulnérables sont les machines sous Windows 7, Windows 10, Windows Server 2008 ainsi que Windows Server 2012, toutes sur des architectures 32 ou 64 bits. La vulnérabilité MS16032 a été testée donc sur une machine Windows 7 sur une architecture 32, un système d'exploitation Windows 8 sur une architecture 64, ainsi que sur un Windows Server 2012 R2 sur une architecture 64 bits. Maintenant, cliquons sur View Raw pour voir le code en brut. Une fois que nous aurons démarré une session PowerShell, la vulnérabilité MS16032 au format PowerShell, il faudra tout simplement appeler la fonction invoke-ms16-032. Copions tout le code. Ouvrons tout simplement un bloc-notes et collons le code dedans, que nous enregistrons sous le bureau au nom de ms16-032 au format PS1, donc qui est le format PowerShell. Nous enregistrons le module, nous fermons le bloc-notes. Ouvrons dorénavant une session MS-DOS sur la machine. Pour gagner du temps, nous allons nous rendre directement dans le dossier de destination où se trouve donc le module MS16032. Dans le cas de ce tutoriel, dans le bureau. Ouvrons dorénavant une session PowerShell dans la MS-DOS. Donc il suffit tout simplement de taper PowerShell exécution policy bypass. Nous tapons entrée.
Une fois cette étape faite, il faudra donc importer le module dans la session PowerShell, tout simplement en tapant import-module./ suivi donc du nom que nous avons enregistré, donc ms16 032.ps1. Nous tapons Entrée. Maintenant, pour lancer le module, comme vu précédemment, il suffira tout simplement de taper la commande invoke ms16 032. Donc ici, la vulnérabilité fonctionne avec succès directement sur cette machine. Sur la session PowerShell, donc la vulnérabilité MS16032 nous trouve donc un système d'exploitation donc sur une machine possédant un processeur de 2 corps. Utilise un processus d'écoute donc avec le numéro 1112. Ensuite, le module analysera les jetons de privilèges disponibles. Ici, le module nous trouve un processus au nom de svc host. Met donc ce processus en question en suspens. Créer donc un jeton système. Une fois ces méthodes établies, la vulnérabilité nous ouvre donc le jeton système en écoute sur le numéro 1108 et nous ouvre ainsi donc sur le processus 1108 une autre session MS-DOS avec les privilèges système. Donc si nous tapons la commande whoami, nous sommes donc logués en tant qu'autorité NT System. Voici en gros comment fonctionne la vulnérabilité MS16032 directement sur une machine. Dans ce cas, nous ne pourrons pas exécuter ce code à distance en uploadant, par exemple sur une session Meterpreter, uploader le module au format PowerShell sur la machine cible, ainsi que l'exécuter à distance, même en ouvrant une session shell. Heureusement donc, un outil peut nous permettre de savoir si un module présent dans l'exploit DB et de savoir ainsi si un module est codé en Ruby et qui peut être importé ou déjà présent dans Metasploit. Donc cet outil s'appelle Searchsploit. Pour utiliser Searchsploit, il suffit tout simplement de taper Searchsploit suivi de la vulnérabilité en question. Ici, Searchsploit suivi donc du nom de la vulnérabilité MS16032. Nous tapons Entrée. Donc ici, Searchsploit nous retourne donc 4 modules au nom d'MS16032, dont celui que nous venons d'exécuter sur la machine cible au format PowerShell. Deux autres sont codés au format C#. Et un autre exploit au nom d'MS16032 est codé en Ruby et est donc importable depuis Metasploit. Maintenant que nous sommes fixés, nous pouvons voir maintenant depuis le framework Metasploit si les modules en Ruby
au nom d'MSS 032 est déjà disponible dans le framework ou doit être importé. Généralement, quand un module en Ruby est présent dans l'exploit DB, il est très souvent importé automatiquement lors des mises à jour de Metasploit. Ici, nous avons vu, grâce à SearchSploit, qu'un module codé en Ruby a été développé. Il est donc préférable avant de vérifier si le module de cette vulnérabilité est présent dans le framework. Donc il suffit tout simplement de taper le code MS16032 directement dans le framework. Donc ici, Metasploit nous retourne un module au nom de MS16032 Secondary Logon Handle Privilege Escalation. Nous allons comparer avec le résultat obtenu depuis SearchSploit. Et nous pouvons voir donc que le module en Ruby et le module sous Metasploit sont exactement les mêmes. Inutile de devoir importer directement le module. Maintenant, utilisons ce module afin de voir si notre problème d'élévation de privilège système peut être pallié. Nous tapons use, suivi donc du module au nom de MS16032. Nous tapons entrée. Nous regardons les paramètres à renseigner. Et de lancer le module. Grâce à ce résultat, nous pouvons voir que le module a tourné avec succès et nous a donc ouvert une session MS-DOS à distance sur la machine cible. Nous pourrons dorénavant, comme vu précédemment sur la machine cible, taper la commande whoami afin d'obtenir la confirmation que nous avons obtenu les privilèges système sur la machine. Donc, par contre, une fois la session terminée, nous n'obtiendrons plus les privilèges système. Il nous faudra donc relancer ce module pour obtenir encore une fois les privilèges sur une session MS-DOS. Nous avons donc réussi à trouver une solution palliative pour élever nos privilèges système sur la machine cible. Passons donc maintenant à la dernière partie de ce tutoriel en utilisant la technique de pivot sur système. Donc, lors de la phase de post-exploitation, il se peut que nous voulions aller plus loin dans l'exploitation du réseau. Exploiter d'autres machines, par exemple, si le réseau en dispose. Heureusement, la technique de pivot sur système, grâce à Metasploit, peut nous permettre d'établir cette méthode. Donc la technique de pivot nous permettra d'attaquer d'autres systèmes sur un réseau. Donc par exemple, si un attaquant a compromis un système, il pourra se servir du pivot afin de compromettre d'autres systèmes
sur le même réseau ou accéder à des systèmes auxquels ils n'auraient pas pu acheminer le trafic autrement pour une raison quelconque. Par exemple, si les autres machines du réseau de la machine compromise ne disposent pas du même adressage IP local. Par exemple, nous effectuons un test d'intrusion, nous compromettons un système via une vulnérabilité connue, et nous parvenons à obtenir une console metteur-prêteur vers le réseau interne. Nous ne pouvons donc pas accéder directement à d'autres systèmes sur le réseau, parce que le système que nous avons compromis ne peut pas nous fournir tout ce dont nous avons besoin pour le faire. Mais, en revanche, nous avons besoin de nous introduire davantage sur le réseau. Donc pivoter nous permettra d'attaquer plusieurs systèmes sur le réseau interne en utilisant metteur-prêteur et Metasploit. Pour la partie de ce tutoriel, nous utiliserons en parallèle du terminal Metasploit, son interface graphique appelée aussi Armitage, afin de démontrer aux abonnés qui pensent que cette interface graphique propose plus de fonctionnalités que Metasploit sur terminal est totalement fausse. Armitage est tout simplement qu'une interface graphique du framework plus simplifiée. Nous verrons et démontrerons par A plus B que toutes les options sur Armitage sont disponibles aussi sur une console Metasploit. À la seule différence, c'est que sur l'interface graphique, nous rentrons qu'une toute petite partie d'options pour paramétrer un module et que quelques clics suffisent afin d'exploiter une machine. Donc pour une personne ayant des intentions malveillantes, c'est une solution de simplicité. Pour des personnes vouées de bonnes intentions dans ce domaine, elle essaiera donc d'analyser et de comprendre certaines commandes prédéfinies pour le paramétrage d'un module, pour ensuite les garder en mémoire afin de les reproduire manuellement sur une console Metasploit. Donc voilà pourquoi depuis le début de ce chapitre sur Metasploit, j'insiste sur le fait qu'Armitage reste moins instructif que la console Metasploit. Dorénavant, commençons à aborder la technique de pivot sur système. Ouvrons donc dans un nouvel onglet la console Armitage en tapant tout simplement Armitage. Dans cette fenêtre pour gagner du temps, nous rentrons donc notre adresse IP locale, donc l'adresse IP locale de la machine attaquante. Donc voilà. Donc ici, nous avons déjà une machine compromise sur le réseau. Nous ouvrons donc une session metteur-prêteur en faisant un clic droit sur la machine cible. Nous nous rendons donc dans le volet metteur-prêteur, ensuite dans le volet Interact,
et nous sélectionnons Meter-Preter Shell. Nous sommes donc sur une session Meter-Preter sur la première machine compromise. Afin de trouver si la machine possède d'autres interfaces, il nous suffit tout simplement de taper la commande ipconfig. Donc là, le résultat sur le terminal nous montre donc que 4 interfaces sont disponibles sur la machine compromise. La première, en partant du bas, l'interface 4, est donc la plage d'adresse IP où nous avons compromis la machine. Donc dans ce tutoriel, nous utiliserons donc l'interface 2, donc la plage d'adresse IP 192.168.189.0 sur le masque réseau 255.255.255.0. Donc afin de savoir si plusieurs machines sont présentes donc, sur cette plage d'adresse IP, il suffit tout simplement dans Armitage de faire un clic droit sur la machine, de nous rendre encore une fois sur le volet Meter-Preter 1, de cliquer sur ARP Scan. Nous sélectionnons donc la plage d'adresse IP donc, que nous souhaitons scanner, donc, qui est ici 192.168.189.0, donc sur le masque réseau 255.255.255.0. Nous cliquons sur ARP Scan. Donc nous cliquons sur ARP Scan. À partir de ce moment, donc Armitage utilisera un module présent dans Metasploit, donc qui s'appelle Post Windows Geyser ARP Scan, le paramètre lui-même, et donc le module nous retourne donc 3 machines disponibles sur la plage d'adresse IP, donc 189.168.189.0. Donc ensuite, il nous faudra donc établir un tunnel de connexion entre ces 4 machines. Nous nous rendons sur la machine compromise, nous faisons un clic droit, nous retournons encore une fois donc dans le volet Meter-Preter, nous allons dans le volet Pivoting, nous cliquons sur Setup et nous sélectionnons donc la plage d'adresse IP que nous voulons tunneliser entre les machines. Nous cliquons sur Add Pivot. Donc à partir de cet instant, Metasploit nous ajoute donc la route de connexion entre les machines. Donc voilà, grâce à ces sigles. Donc nous pouvons ensuite faire un clic droit sur la première machine, donc sur la deuxième plage d'adresse IP, donc qui est 192.168.189.130. Nous cliquons sur Scan afin d'établir un scanner de port. Donc encore une fois, Armitage utilise un module dans Metasploit donc qui est Auxiliary Scanner Port Scan TCP. Donc une fois le module paramétré et lancé, nous trouvons donc 3 ports de service. Donc sur la machine 192.168.189.130, donc les ports de service sont donc 139, 135, 445. Donc étant donné dans ce tutoriel que nous savons déjà donc, que les 3 autres machines sont des machines sous Windows XP, nous pouvons donc
fermer ces onglets, sélectionner la machine qui n'est pas sur la même plage d'adresse IP sur laquelle nous avons établi un scanner de port. Nous relançons le module MS08067. Les options sont paramétrées exactement pareil que sur la première, à la différence que le port d'écoute local de notre machine aura changé, tout simplement pour éviter donc d'engendrer des problèmes de communication entre la première machine compromise et la deuxième qui n'est pas sur la même plage d'adresse IP. Nous lançons donc le module. Et donc nous obtenons donc une nouvelle session metteur-prêteur. Donc grâce au tunnel de communication établi entre les 4 machines, nous pouvons donc maintenant interagir avec cette suivante. Donc voilà comment s'utilise la technique de pivot sur système, donc grâce à la console Armitage. Maintenant, nous allons voir comment donc s'utilise la technique de pivot sur système donc sur le terminal Metasploit. Et donc nous verrons et nous démontrerons que les paramétrages sont exactement les mêmes. À l'inverse, ils sont juste à faire manuellement, donc par rapport à Armitage. Nous allons donc, comme tout à l'heure, partir du fait que nous avons déjà une machine compromise sur le réseau ciblé. Nous paramétrons donc le module sur la première machine. Donc nous voici sur la console metteur-prêteur de la première machine compromise donc sur le réseau ciblé. Donc nous tapons la commande ipconfig afin de déterminer si la machine cible possède plusieurs interfaces réseau, ou alors sur une console metteur-prêteur, nous lançons le script run get local subnet afin de savoir donc directement si la machine cible possède déjà donc des plages d'adresse IP différentes de celles que nous avons compromis. Nous lançons le script. Donc voilà. Donc le script ici nous trouve 3 plages d'adresse IP locales sur la machine cible, toutes différentes. Nous allons donc utiliser, donc comme vu tout à l'heure, la plage d'adresse IP 192.168.189.0 avec le masque réseau 255.255.255.0. Nous pouvons utiliser donc un script de scanner ARP directement sur la console metteur-prêteur. Donc en tapant tout simplement run ARP scanner, en indiquant l'option R.
suivi donc de la plage d'adresse IP distante à analyser. Donc premièrement, le script de scanner RP démarre et nous trouvera comme précédemment vu sur la console Armitage 3 machines donc sur la plage d'adresse IP 192.168.189.0. À partir de cet instant, nous allons placer la commande metteur-prêteur en arrière-plan en tapant la commande background. Nous allons ensuite ajouter donc une route entre ces 4 machines, donc les 3 machines donc sur la plage d'adresse IP 192.168.189.0. Donc en tapant la commande route add suivi donc de la plage d'adresse IP 192.168.189.0, nous allons ajouter le masque de sous-réseau. Nous faisons un petit espace et nous indiquons donc le chiffre 1 donc pour indiquer que la route est utilisée donc sur la première session metteur-prêteur. Donc Metasploit ici nous confirme que la route a été ajoutée dans la base de données. Donc afin de déterminer si les routes sont actives, nous tapons la commande route print pour activer les tables de routage actives. Nous pouvons donc, comme vu précédemment sur Armitage, lancer donc un module de scanner de port. Mais bon, ici ça sert un peu à rien étant donné que nous savons déjà donc, que les machines distantes sont des machines sur Windows XP. Nous reparamétrons tout simplement et manuellement le module MS08067. Nous indiquons l'adresse IP 192.168.189.130. Maintenant, nous allons configurer manuellement un payload. Donc le premier payload de la machine compromise était un shell reverse en metteur-prêteur. Ici, nous allons donc utiliser un shell bin TCP. Donc en tapant la commande set payload Windows metteur-prêteur bin TCP, nous retapons la commande show option afin de savoir si le module a bien pris en compte la modification du payload. Nous tapons set lport en sélectionnant donc un autre port d'écoute sur notre machine afin d'éviter donc des problèmes de communication entre les 3 machines. Et nous tapons exploit pour lancer le module tout simplement.
Et voilà, nous avons donc une deuxième session MetaPrater sur la machine possédant l'adresse IP différente de la première. La conclusion entre l'utilisation d'Armitage et donc de la version Metasploit sous terminal, donc c'est que tout simplement sur Metasploit, les commandes sont à paramétrer manuellement. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est plus gratifiant de utiliser et de paramétrer manuellement plutôt que de rentrer donc simplement quelques options et de faire quelques clics. Par A plus B comme tout à l'heure, nous pouvons donc en conclure que Metasploit sous console et que Armitage, qui est l'interface graphique, ne sont pas vraiment différentes et utilisent toutes les deux les mêmes options. C'est donc ici que s'achève ce tutoriel, en espérant qu'il vous aura plu comme les précédents. Dorénavant, donc, vous connaissez la procédure. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, ainsi qu'à déposer vos avis, qu'ils soient négatifs ou positifs. Et je vous dis donc à très bientôt pour de prochains tutoriels, ainsi que le prochain thème qui est en phase de préparation. Salut!